Et nous sommes en duplex avec le docteur Olivia Begas-Dedam. Bonjour docteur. Bonjour Sébastien, bonjour à tous et merci pour l'invitation. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Vous êtes neurologue de nationalité belge, mais vous exercez et enseignez aux États-Unis, notamment à l'université du Connecticut. Vous êtes en duplex de Stanford, où il est 10h40, 10h40 précise. Vous êtes membre du comité de santé cérébrale de l'American Academy of Neurology et vice-président de la coalition mondiale de défense des patients atteints de céphalée. Une question sémantique pour commencer. C'est quoi la cognition précisément ? Donc la cognition est l'ensemble des fonctions intellectuelles qui nous permettent d'interagir avec notre environnement, d'acquérir, de traiter, de stocker, d'utiliser des informations. La cognition est dite normale lorsque nos capacités intellectuelles sont intactes et nous permettent de vivre notre vie quotidienne de façon autonome. Il y a plusieurs maladies qui peuvent créer des troubles cognitifs qui peuvent être permanents ou transitoires. Quelles sont les fonctions cognitives ? Et donc, il y a plusieurs domaines cognitifs. Il y a la perception des sens, l'attention, la mémoire, le langage, le raisonnement, la prise de décision, la planification, la résolution de problèmes, les compétences visio-spatiales, l'orientation et la vitesse de traitement. Alors, plusieurs migraineux se sont confiés à notre caméra sur leurs troubles cognitifs. On écoute les témoignages de Tabata, Morgane, Sabine et on en parle juste après. Je m'appelle Tabata, j'ai 16 ans et je suis en classe de première. Je me suis rendu compte que certaines de mes capacités avaient un peu diminué, comme par exemple le calcul mental. En crise de migraine, je vais être incapable de faire un calcul mental tout simple, même niveau primaire. Et ce qui est compliqué, parce que je suis en première avec spécialité maths. Et en plus de ça, je vais pas comprendre la consigne du problème. Donc je vais me frustrer d'abord parce que j'arrive pas à comprendre la consigne. Et si je la comprends parce qu'on a réussi à m'expliquer, ça va être encore plus compliqué parce que j'arriverai pas à faire le calcul de moi-même. Il va falloir que quelqu'un m'aide. Ou alors, si j'essaye de le faire moi-même, je peux pas retenir 2 chiffres en même temps. Donc, additionner 2 chiffres, je vais en oublier un à un moment où je vais oublier quelque chose d'important. Donc, c'est quelque chose qui me frustre beaucoup parce que quand j'étais petite, j'étais très forte en calcul mental. Et j'ai vu au fur et à mesure que j'y arrivais de moins en moins. Et ça m'a fait un choc parce que j'ai toujours été forte en maths. Je vais pas comprendre le texte, réussir à retenir toutes les informations du texte. Généralement, au bout d'une ou 2 phrases, je m'arrête parce que je sais que j'ai déjà oublié le début. Je sais que ça va me limiter dans mes choix de carrière pour plus tard et j'ai déjà dû abandonner certaines idées à cause de ça, à cause de mes difficultés, parce que j'ai pris trop de retard, donc ça va être impossible. Donc, dans le cadre de mon travail, je me suis rendu compte que les migraines ont un impact pendant les crises, mais aussi entre les crises. Il y a un brouillard mental qui se crée. Et on vient de voir un des symptômes qu'on peut avoir, justement, j'ai failli dire un broutard mental. Voilà, c'est une inversion des consonnes. Donc, il y a un brouillard mental qui se crée. Le cerveau, il va se fatiguer, il va se distraire beaucoup plus que la normale. Et je dois donc volontairement me reconcentrer. Je dois maintenir mon attention avec une vigilance vraiment accrue, ce qui prend bien sûr plus de force. Donc, pour les autres personnes, j'apparais peut-être fatiguée, lente, mais en fait, dans mon cerveau, ça tourne. Il peut y avoir un sentiment de dissociation. J'ai conscience que j'ai perdu le fil ou que j'arrive pas à retrouver le fil, mais plus j'essaye de le retrouver, plus c'est envoyé dans mon cerveau. Si je vais écrire un nombre comme 583, je vais aller le reporter sur mon téléphone et ça va devenir 553. Et je vais être sûre. Des fois, je vais le dire tout haut, je vais dire 583, 583, et je vais quand même écrire 553. Donc, c'est des choses qui sont très persistantes, même quand on s'en rend compte, ce qui est très frustrant. Ça crée donc des émotions forcément qui sont à fleur de peau, une irritabilité, parce qu'en plus de tout ça, il y a une grande douleur, une grande fatigue, et donc ça crée des réactions à chaud, un manque de patience et des fois de diplomatie.
Un matin, j'étais en début de crise et j'ai voulu prendre ma voiture absolument pour aller au travail. Dès le démarrage, j'ai cogné ma voiture sur un poteau. Je me suis avancée, j'ai fait un tour dans le sous-sol, j'ai garé ma voiture au mauvais endroit et j'ai eu toutes les peines du monde à retrouver la sortie pour enfin rentrer chez moi m'allonger. Une autre fois, j'étais en crise et quand on a des migraines avec aura, il arrive qu'on perde la vue. Je me suis retrouvée coincée entre la penderie et le mur de l'entrée. Et alors qu'il aurait suffi que je fasse un pas de côté, je n'arrivais pas à réfléchir pour me sortir de cette impasse et je ne sais pas combien de temps je suis restée dans ce coin-là. Une autre fois, le linge était dans la salle de bain à l'étage et il fallait que je le descende dans le lave-linge. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la poubelle de la salle de bain et je l'ai descendu pour le mettre dans le lave-linge. Une autre difficulté qu'on a, c'est aussi à organiser sa pensée et c'est très compliqué pour communiquer parce que on cherche ces mots, mais en tout cas, dans mon cas, rien ne vient. C'est comme un tambour de machine à laver. Tous les mots s'en mêlent, tous les mots fuient quand on essaye de les attraper. Quand on en attrape un, si on en prend un deuxième, il disparaît. On n'arrive pas à faire une phrase et dans le meilleur des cas, on va sortir un mot qui ne veut rien dire, qui est dans le désordre. Voilà pour les témoignages de Tabata, Morgane, Sabine. Une réaction, docteur, à ces témoignages? Tout d'abord, un grand merci à Tabata, Morgane et Sabine pour leurs témoignages qui illustrent bien l'ampleur de l'impact des problèmes cognitifs qu'il y a la migraine sur la vie quotidienne. C'est un sujet très personnel, très frustrant. Il y a aussi le deuil de sa vie d'avant ou le deuil de la vie qu'on aurait pu avoir si on n'avait pas de la migraine. C'est pas facile d'en parler. Elle se livre ouvertement pour qu'on puisse comprendre l'ampleur du problème de façon concrète. Comme on dit aux États-Unis, j'aimerais bien donner un hug à Tabata et lui dire qu'elle trouvera sa voie, mais c'est tellement difficile de devoir organiser sa vie autour de la migraine. Même si c'est un sujet souvent pas abordé, elles sont loin d'être seules. Les troubles cognitifs affectent 81 à 90% des migraineux. Ils représentent la deuxième cause d'incapacité due à la migraine après la douleur et le symptôme le plus gênant. Leurs répercussions peuvent être cataclysmiques. La migraine limite le choix de carrière de Tabata et celui de beaucoup trop de migraineuses. Et je n'ose pas imaginer le désarroi de se sentir coincé sans trouver le chemin de sortie, comme Sabine en a parlé. Il faut aussi noter que Allez-y. Il faut aussi noter que le temps passé en crise et l'intensité des crises paraît cumulatif sur l'impact cognitif. Donc, comme en a parlé Sabine, il est crucial de considérer les troubles cognitifs lors de la prise en charge de la migraine. Alors, quels sont les domaines cognitifs touchés par la migraine? Donc, d'après les résultats de l'étude internationale Cameo, dont Dr. Rutgers a mentionné aussi, ils ont utilisé les mêmes questionnaires dans 6 pays, dont la France, et ont trouvé les résultats plutôt similaires entre les pays. Les symptômes les plus fréquents sont les troubles de concentration, suivis par les difficultés à penser clairement, les troubles de mémoire, les difficultés à trouver ses mots, une confusion ou brouillard mental et des problèmes d'orientation. Ces résultats sont similaires à ceux de l'enquête réalisée par la Voix des migraineux. En gros, les domaines cognitifs les plus fréquemment touchés sont l'attention, les capacités exécutives dont l'organisation et la rapidité de pensée. Ces troubles affectent-ils en permanence les patients ou seulement pendant les crises ? Donc, il y a plusieurs étapes. La première étape, pour beaucoup, est le prodrome, qui se présente avec une multitude de symptômes, dont des symptômes cognitifs, comme des troubles de concentration, du langage et un brouillard mental. L'aura s'accompagne souvent de problèmes de perception sensorielle. Puis, il y a la céphalée ou mal de tête, qui est le plus souvent accompagnée de difficultés de concentration, à prendre des décisions et des problèmes de mémoire. Puis, il y a le
post-drome qui commence après la résolution du mal de tête et qui est principalement accompagné de fatigue, de troubles de mémoire et de tension cervicale. Il est important de remarquer que prodrome peut se manifester par beaucoup de symptômes qui sont principalement peu spécifiques, mais les troubles cognitifs, surtout les problèmes de langage, tels que les difficultés à la lecture, l'écriture et l'expression orale, sont les plus spécifiques pour prédire une crise migraineuse. Et ça aide d'un point de vue médicamenteux. Il y a une étude qui a montré que de prendre un Gépan aux premiers symptômes du prodrome permet d'éviter ou au moins de mitiger la crise migraineuse et les problèmes associés tels que les problèmes de concentration. Alors, ces phénomènes sont souvent considérés comme un effet indésirable d'un traitement. Est-ce qu'on peut faire la différence entre l'effet de la migraine et l'effet du traitement? Oui, donc les études ont montré que l'association entre la migraine et les troubles cognitifs se maintiennent indépendamment des médicaments. Cela dit, certains médicaments peuvent avoir des effets secondaires cognitifs. Donc, il est important d'écouter son corps, d'en parler à votre médecin si vous pensez qu'un médicament pose des problèmes cognitifs ou non d'ailleurs. J'ai aussi vu des médicaments qui peuvent potentiellement avoir des effets cognitifs secondaires qui aident les troubles cognitifs liés à la migraine de certains patients, ce qui suggère que les difficultés cognitives liées à la migraine sont différentes de celles liées aux médicaments et que si on traite la migraine, on peut avoir une amélioration des troubles cognitifs qui sont liés à la migraine. Ces déficits sont-ils détectables lors d'un examen ? Plusieurs difficultés se présentent. Tout d'abord, comme on en a parlé, les difficultés cognitives varient en fonction des étapes ou phases de la migraine. Donc, un examen tenté ne peut pas être représentatif en lui-même. Une autre difficulté, c'est celui de trouver l'examen adéquat. Pour l'instant, la plupart des tests cognitifs régulièrement utilisés en clinique ne détectent pas les difficultés cognitives décrites par les patients. Mais les chercheurs essayent de résoudre ces problèmes. Par exemple, une étude publiée par Dr. Singh et son équipe cette année qui a utilisé une application d'iPhone pour permettre aux participants de faire un test cognitif 5 fois par jour pour voir à chaque fois, et qui demandait aussi s'ils avaient mal de tête ou non au moment du test pour évaluer brièvement les capacités de mémoire, de rapidité mentale et d'attention. Donc, évidemment, cette étude a montré des diminutions des capacités de mémoire et d'attention lors des crises, mais ce qui est le plus important, c'est de pouvoir avoir des tests objectifs rapides qui peuvent pouvoir être répétés plusieurs fois par jour et de détecter un changement pendant les différentes étapes de la migraine. Alors ça donne de l'espoir, mais on rappelle que ces tests cognitifs pour les migraineux sur l'iPhone ne sont pour l'instant que du domaine de la recherche. Est-ce qu'il y a des questionnaires qui sont accessibles à tous ? Oui, alors, j'espère qu'ils arriveront vite, ceux de l'iPhone aussi, mais oui, pour l'instant, il y a le MIC-SCOC, qui est un questionnaire de 9 questions qui a pour l'instant été étudié en anglais, turc, italien, portugais, donc il nous manque encore le français. Un autre, le Migraine Cognitive Impairment Questionnaire, qui n'a pas encore été formellement publié ni en français ni en anglais, mais ça ne devrait pas tarder. Et puis, il y a le MOSCOC-A, le Medical Outcome Study Cognitive Functioning Skill Revised, qui, lui, n'a pas été spécifiquement développé pour les migraineux, mais qui peut être très utile. Par quel mécanisme la migraine affecte-t-elle les capacités cognitives ? Il y a plusieurs hypothèses. Tout d'abord, la douleur chronique en général affecte les capacités cognitives. Il est plus difficile pour le cerveau de gérer des tâches cognitives lorsqu'il doit aussi gérer la douleur. Certaines régions et réseaux sont partagés entre le traitement de la douleur et les tâches cognitives. Il y a aussi une étude récente du Dr. Gil Gouveia et son équipe qui suggère une activité réduite dans une certaine partie de la cognition pendant le prodrome à l'IRM fonctionnel. Il y a aussi des interactions dysfonctionnelles entre le système sensoriel, cognitif et de modulation de la douleur dans le cerveau migraineux. Et aussi le concept de cogniphobie qui consiste à éviter de faire trop d'efforts mentaux
pour ne pas déclencher ou aggraver une crise. Dr. Huggers a parlé de l'impact de la charge mentale sur le seul migraineux. Alors les migraineux avec aura rapportent souvent plus de difficultés. Est-ce qu'il y a une différence significative ? Oui, donc les études suggèrent une plus forte association entre l'aura et les troubles cognitifs. Une des hypothèses est que cette association serait médiée par le système lymphatique. Donc la dépression corticale envahissante interrompt le drainage lymphatique. Alors la migraine commence généralement très tôt dans l'enfance, donc ça crée forcément des troubles et ça perturbe la scolarité. Que vous disent les jeunes patients lorsqu'ils viennent consulter chez vous et que leur répondez-vous ? Oui, Tabata nous a donné une bonne idée de ce qui se passe en clinique avec son témoignage et l'impact de la migraine sur le travail scolaire qui peut avoir des conséquences à vie. Les choses sont très compliquées pour les jeunes patients qui, dans mes interactions, je pense qu'ils sont souvent pas pris au sérieux. Ils ne reçoivent pas forcément non plus les aménagements auxquels ils auront droit et dont ils ont besoin. Il faut vraiment changer cette situation et sensibiliser tout le personnel scolaire et les élèves pour aider au diagnostic et au traitement. Le long délai entre les premiers symptômes et le diagnostic et traitement adéquat est associé à une aggravation de la migraine, un impact considérable sur la scolarité. La Voix des migraineux a reçu un prix pour sa campagne Un casse-tête scolaire avec 2 visuels forts. La campagne souligne que la migraine nuit gravement à la scolarité d'un enfant sur 10. Il faut changer les choses et donner le droit et la possibilité aux jeunes de prendre leur santé en main. En clinique, il faut aborder ce sujet et le prendre en charge le plus tôt possible et donner un traitement adéquat. Un des autres grands problèmes pour l'apprentissage dû à la migraine est l'isolement. On apprend tellement de nos interactions avec les autres qui sont cruciales pour notre développement. Les symptômes de la migraine, les absences, le caractère imprévisible de la migraine, toute l'énergie que les élèves migraineux doivent dépenser pour compenser et faire leur travail scolaire ont un impact négatif, non négligeable sur leur vie sociale. Et il faut aussi se rappeler qu'il faut environ 3 fois plus de temps pour étudier lors d'une crise migraineuse. Est-ce que le risque de déclarer la maladie d'Alzheimer est plus élevé chez les migraineux que les autres ? Pour faire court, non, pas avec les données qu'on a. La maladie d'Alzheimer est la forme la plus courante de démence qui désigne donc une dégradation progressive des fonctions cognitives. Les symptômes d'Alzheimer apparaissent souvent après 80 ans, rarement avant 60. C'est important de s'en rappeler parce que quand on place les études qui évaluent les capacités cognitives entre les crises des migraineuses sur une ligne chronologique en fonction de l'âge des participants, on se rend compte qu'il y a une association entre la migraine et les troubles cognitifs dès le plus jeune âge, mais que cette association disparaît ou s'amoindrit à partir de la cinquantaine. Alors Il y a aussi une question qui revient. Oui, on va prendre les questions de nos téléspectateurs dans un instant. Elles sont déjà très nombreuses. Surtout, n'hésitez pas à continuer à les poster sur le lien prévu à cet effet. Que peuvent faire les patients pour maintenir ou récupérer les fonctions cognitives de qualité, docteur ? Oui, donc tant bien possible, optimiser le traitement de la migraine. Et aussi optimiser les autres facteurs qui impactent nos capacités cognitives, tels que l'hypertension, le diabète, l'hyperdépidémie, le trouble du sommeil, les déficiences en vitamine B12, par exemple. Et au quotidien, que faire ? Oui, donc même si c'est difficile, persévérer jusqu'à ce que vous trouviez un médecin en qui vous avez confiance pour le traitement de la migraine. En général, pour donner des exemples concrets, un sommeil de 7 à 9 heures par nuit en horaire régulier, s'exposer à la lumière du jour au réveil, faire de l'exercice régulièrement, manger sain et limiter l'alcool. Docteur, vous restez avec nous pour répondre aux questions que nos téléspectateurs se posent. C'est notre séquence. Vous avez la parole.
cette séquence. Céline et Morgane nous ont rejoints. Bonjour à vous deux. Céline, bénévole depuis 5 ans, migraineuse depuis un accident de voiture en 2006. Et Morgane, vous êtes bénévole depuis 5 ans et migraineuse depuis plus de 10 ans. Le docteur vous écoute. Qui veut poser la première question ? Bonjour docteur. Finalement, pourriez-vous résumer quelles sont les stratégies de prévention et de gestion des troubles cognitifs que je pourrais par exemple mettre en place relativement rapidement ? Oui, un des premiers points, c'est d'optimiser la migraine autant que possible, donc avec les approches de prévention médicamenteuse et autres, et puis optimiser tous les autres facteurs qui impactent notre santé cérébrale. Donc c'est plus facile à dire qu'à faire, j'en conviens. Donc chacun trouve ce qui fonctionne pour lui, mais le sommeil, le stress, les risques cardiovasculaires, les déficiences en vitamines, tout ça. Et c'est aussi un des gros problèmes que je vois, c'est que c'est très important d'avoir des liens sociaux pour la santé cérébrale, et c'est tellement dur d'avoir des liens sociaux quand on a de la migraine, surtout de la migraine fréquente. Et peut-être que la voix des migraineuses, c'est aussi un moyen de pouvoir avoir son cercle autour de soi, parce que les liens sociaux sont très importants. Avant de prendre votre question, Céline, on peut prendre des questions sur notre lien. Gilles de Nantes nous demande quels sont les métiers les plus adaptés aux migraineux. Oh, ça, j'aimerais bien avoir la réponse. Ça aussi, ça dépend de beaucoup. Parce que, par exemple, Gaëlle nous parlait qu'elle est très sensible au mouvement. Il y a des personnes qui sont très sensibles au parfum. Et c'est pas non seulement les métiers, mais c'est aussi les aménagements. J'avais une patiente qui était pharmacienne et ça n'allait pas du tout avec tous les odeurs dans la pharmacie. Et puis finalement, elle a eu des aménagements et elle préparait les produits sans être exposée autant aux odeurs. Elle pouvait être pharmacienne. Donc, il n'y a pas vraiment... Il y a un institut aux États-Unis qui a essayé de regarder les différents métiers, mais ça dépend aussi de toute la stigmatisation, parce que surtout chez les hommes, les métiers qui semblaient être les moins touchés sont ceux de la construction, mais je me demande s'il n'y a pas aussi le problème de la stigmatisation des hommes qui ne parlent pas de leur migraine non plus dans la construction. Autre question, quelle part des problèmes cognitifs que les personnes migraineuses rencontrent proviennent des effets indésirables des traitements de crise et de fond ? On n'a pas vraiment la part, mais les études qui ont fait... Il y a des études, il y a plusieurs études qui ont regardé les troubles cognitifs chez les migraineux et qui ont regardé si cette association et ces troubles cognitifs se maintenaient indépendamment de l'effet des médicaments. La réponse est oui. Et comme j'en ai parlé, il y a des médicaments qui sont très connus pour avoir des impacts cognitifs qui peuvent aider certaines personnes parce qu'elles aident à la prévention de la migraine. Donc, j'espère qu'on en saura plus dans le futur avec les avancées génétiques, mais pour l'instant, c'est très individuel. On doit malheureusement souvent essayer pour savoir, mais si ça marche pas, il faut changer. Le but d'un médicament, c'est de se sentir mieux, pas moins bien. La question de Charles qui reprend un peu celle de Gilles de tout à l'heure. Quel est l'impact de l'environnement atmosphérique, chaleur, froid, altitude sur les migraines ? Oui, l'impact n'est pas terrible. Souvent, il y a les personnes qui ont la migraine n'ont pas besoin de baromètre. Ils sont au courant de la pression avant que les autres le sachent. Donc, oui, la pression atmosphérique, c'est plus que la pression. Il y a des données sur les sphériques. C'est un mélange de pression, d'humidité qui a un effet sur la migraine. Et l'autre problème, c'est que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on puisse faire pour ça. Il y a certains médicaments qui aident certaines personnes, mais pas toujours. Des fois, en augmentant la prévention, ça peut aussi aider.
Céline, une question pour le docteur Begas-Dedam. Bonjour docteur. La migraine occasionne le manque de sommeil. Le manque de sommeil est un facteur de risque de la démence. La migraine est-elle donc considérée aussi comme un facteur de... Oui, merci beaucoup pour votre question, Céline. Donc, oui, pour l'instant, avec les données, les études qu'on a, la migraine en elle-même n'est pas un facteur de démence. Mais aussi, il faut aussi regarder l'impact. Souvent, pour la plupart des gens, pour la plupart des gens, parce que j'ai pas envie de dire que tout le monde n'a plus de migraine quand ils sont plus vieux, parce que c'est pas vrai, mais il y a moins de migraine à ce moment-là. Et il y a aussi, il faut savoir, il y a les effets de la migraine, mais aussi il y a les autres effets. Donc, par exemple, déjà avec l'âge, notre qualité de sommeil s'amoindrit, la duration du sommeil, la durée du sommeil s'amoindrit. Donc, il y a les risques de la migraine et puis il y a les autres risques. Il y a les risques cardiovasculaires, il y a les risques des changements du sommeil et de l'insomnie avec l'âge. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles on ne voit pas nécessairement de lien entre la migraine et la démence, c'est que les autres risques sont plus forts en tant que tels que ceux liés à la migraine. Il faut aussi savoir qu'il y a une grosse différence sur l'impact cognitif en fonction de la fréquence et de l'intensité des crises. Et un des problèmes qu'on a, c'est que la migraine chronique n'est pas aussi courante que les autres types de migraines et que donc dans certaines études qui regardent le risque entre la migraine et le risque de démence, il n'y a pas assez de patients. Même le Hunt Study, qu'une des plus grandes études sur ce point-là, n'avait que 21 patients qui avaient de la migraine chronique. Donc, on a aussi besoin de plus de données sur ceux qui ont la migraine chronique et de l'insomnie sévère. Et aussi, avec votre histoire, Céline, de l'histoire de l'accident de voiture, je suppose que vous avez eu une concussion. Il faut aussi, il y a différents niveaux. Il y a une étude publiée dans le journal Haric cette année qui a montré qu'il y a les impacts cognitifs de la migraine et les impacts cognitifs de la concussion, mais que ceux qui ont migraine et concussion, ça a encore plus d'impact sur les facultés intellectuelles. Donc, il y a aussi des choses qui se cumulent. Alors, on a encore énormément de questions, docteur. Donc, si possible, des réponses très courtes. Fernand nous demande, est-ce que des entraînements tels que la gymnastique cérébrale ou les défis logiques, devinettes, peuvent réduire l'impact cognitif des migraines ? Ouais, donc c'est très important de prendre sa santé cérébrale en main et on peut faire des entraînements, mais juste se faire des petits challenges pour son cerveau ou apprendre quelque chose de nouveau. On n'a pas besoin de chercher midi à 14h. Apprendre des nouvelles choses, socialiser avec les gens, c'est très important. Mais oui, c'est une bonne idée. Anna nous demande, est-ce normal qu'après une séance de sport type activité cardio légère, une migraine apparaisse le lendemain et celle-ci peut durer 2 à 3 jours? Oui, c'est ça que j'essaie de faire court, mais on recommande le sport régulier pour la migraine et pour la santé cérébrale, mais surtout quand on a une migraine, il faut le faire progressivement et vraiment adapter son corps à faire de l'exercice et ne pas se pousser si possible jusqu'au niveau où on va atteindre son seuil migraineux. Donc c'est aussi de prendre son temps et de faire ce que notre corps nous permet de faire. Marie, qui nous regarde depuis Brest, nous demande, je sais identifier les déclencheurs de mes crises, mais parfois cela arrive dans la nuit sans aucune raison apparente et impossible de se rendormir avec la douleur. Pourquoi ? Oui, il y a plusieurs. Des fois, il y a des crises aussi qui arrivent et on ne sait pas pourquoi. C'est la maladie et la maladie fait des crises. Quand on voit les personnes qui ont de l'épilepsie, ils ne se demandent pas toujours pourquoi il y a eu une crise d'épilepsie. Des fois, on ne sait pas. Et comme le docteur Rutgers en parlait, il y a un seuil migraineux, il y a différents facteurs qui s'accumulent et des fois, c'est difficile de se rendre compte de la combinaison de tous les différents facteurs qui se sont accumulés.
nous demande qu'est-ce qui est à vérifier impérativement dans les autres sphères que celle neurologique afin d'écarter des déclencheurs possibles. Je pense aux dents, aux hormones. Alors on va en reparler dans un instant avec le docteur Coran, mais aux troubles musculo-squelettiques, des choses qui pourraient faire atteindre le seuil de crise rapidement. Ouais, déjà, je trouve que c'est difficile de s'occuper de vivre avec la migraine et de voir un médecin généraliste et un neurologue. Donc, je pense de discuter avec son médecin généraliste ou son neurologue des autres voies à aborder pour ne pas que vous deviez aller voir. Parce que si on commence comme ça, il y a quand même beaucoup de choses, mais c'est aussi individuel et en fonction de l'âge. Une des choses qui sont souvent abordées en clinique aussi, c'est pour ceux qui ont plus de 65 ans. Souvent, il y a des problèmes de tension cervicale et des changements dans les vertèbres cervicales. Donc ça, c'est un des trucs les plus fréquents, mais souvent, c'est du cas par cas. Allez, on a le temps de prendre une toute dernière question. Roberto nous demande, est-ce que le neurofeedback dynamique peut aider à arrêter ou prévenir les migraines ? Oui, donc on a de plus en plus de données. Et oui, c'est un autre moyen. Donc, il faut mettre tout dans sa boîte à outils. Je pense les approches médicamenteuses, le biofeedback, l'hygiène de vie, les vitamines. Il y a plein de choses dans la boîte à outils pour aider à la prévention des migraines et aider à sa santé cérébrale. On arrive presque au terme de cette séquence. Docteur, un dernier message pour à la fois les migraineux qui nous regardent et nous écoutent, mais aussi les professionnels de santé. Merci pour toutes ces questions, c'est frustrant, j'ai envie de tellement plus parler. Oui, donc un des messages, c'est vraiment d'en parler. Si votre médecin ne vous en parle pas, de vous parler des troubles cognitifs parce qu'il faut qu'elles soient prises en charge. Et aussi, il y a de plus en plus de sensibilisation et d'événements sur la santé cérébrale. Il faut qu'on ait notre parole et qu'on sensibilise aussi à la migraine et aux céphalées primaires pour être sûr qu'elles soient représentées dans tous ces efforts sur la santé cérébrale actuellement.